L'invité de ce Smart Impact, c'est Christophe Deaudy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes explorateur-cueilleur presque depuis toujours, herbaliste et botaniste de terrain. Ça, c'est pour votre formation. Et vous avez créé donc le Chemin de la Nature il y a une dizaine d'années. Pourquoi? C'était quoi la démarche en fait? Alors, je l'ai créé finalement en étudiant. Dès le début, dès que j'étudiais, j'étais tellement passionné que j'avais qu'une envie, c'était d'en parler aux autres, de le transmettre. Donc, en étudiant, j'ai commencé à organiser des premières balades sur participation libre. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans donc que j'ai continué et ça a grandi. On va peut-être en parler après. Oui, évidemment, on va détailler ce que vous proposez. Qui sont vos clients, des urbains en mal de nature, on peut dire ça? On peut dire ça, oui. Après, c'est tout public, tous les âges. Et c'est aussi les entreprises, les associations, les écoles. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent que depuis qu'ils ont découvert le chemin de la nature, finalement, ils vivent mieux leur situation en ville. Parce qu'ils se disent que même en étant en plein Paris, par exemple, ils peuvent aller en 3 stations de métro, par exemple, au bois de Vincennes et au bois de Boulogne, ou même au but de Chaumont, et puis être émerveillés. Pas forcément besoin d'une grande nature sauvage, mais déjà en observant les petites plantes et les champignons. On n'est pas obligé d'aller trouver une immense forêt pour se reconnecter à la nature. Quels sont les bienfaits de cette reconnexion à la nature? Déjà l'activité physique. On se balade, on respire, on sait que c'est bon pour la santé. Ensuite, le contact à la nature, voir les arbres, entendre les chants des oiseaux, c'est aussi connu que ça diminue l'anxiété et augmente, on va dire, le bien-être en général, le système immunitaire, etc. Et après, ça va être les bienfaits de ce qu'on peut cueillir, de ce qu'on peut y trouver dans la nature, les bienfaits des plantes, les bienfaits des champignons. Ça, on rentrera dans le détail. Qu'est-ce que vous proposez effectivement? Vous avez des clients, des particuliers ou des entreprises? Il y a des balades, il y a des ateliers. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce au chemin de la nature? On propose donc différents formats de balades et d'ateliers. Donc, on a gardé le format sur participation libre, à peu près 3 fois par mois pour le grand public. On propose une balade d'environ 1 heure au but de Chaumont, au bois de Vincennes. Et là, c'est un grand groupe, c'est un peu un format de découverte. Comme ça, tout le monde peut venir, même pas besoin de payer en ligne, etc. Ils viennent et puis ils découvrent un petit peu les plantes pendant 1 heure. Et après, chacun apporte un truc à boire, à manger, et on se fait un petit apéro pique-nique. Donc ça, c'est pour les particuliers. Et pour les entreprises, qu'est-ce que vous leur proposez? Ça, c'est pour les particuliers. Même pour les particuliers, il y a tous les formats. Ça va de 4 heures, 1 journée, 2 jours. Et pour les entreprises, c'est pas si éloigné que ça. On propose donc des balades, tout simplement, amener les équipes dans la nature, à la découverte des plantes ou des champignons, ou les deux, avec des petites dégustations pendant, des petites dégustations après de ces plantes et de ces champignons. Parfois, ça peut être avoir un stand dans un événement, un stand où on fait déguster, où on montre les plantes sauvages communes, comestibles et médicinales de chez nous. Ça peut être des conférences, ça peut être... ça peut être plusieurs finalement formats d'ateliers qui peuvent être très variés. La biodiversité, elle a été pendant longtemps la grande oubliée, on va dire, des politiques environnementales. C'est en train de changer. Est-ce que vous l'avez senti? Parce que ça fait une dizaine d'années que vous avez créé l'entreprise, mais comme vous dites, c'est un engagement beaucoup plus long que ça. Est-ce que vous sentez cet appauvrissement de la biodiversité? Moins d'insectes, moins d'oiseaux? Ou pas forcément? Moins d'insectes, oui. Ça, c'est clair. Après, ça dépend des zones, bien sûr. Mais il y a une tendance à avoir de moins en moins d'insectes. Ça, j'ai l'impression que tout le monde le voit, ne serait-ce que sur les pare-brises. Ensuite, par rapport aux plantes et aux champignons... Vous le ressentez pas forcément? Je le ressens pas forcément. Je vois parfois que la nature souffre, surtout de sécheresse, et surtout les arbres. Ça, je le vois. Par contre... la diversité est tellement grande que je n'ai pas vu personnellement d'espèces qui disparaissent en face de chez moi. On a un patrimoine végétal commun. Vous qui travaillez sur cette matière, finalement, comment le préserver? Quels sont les bons conseils? Déjà, le fait de le connaître, c'est ce que vous faites passer, vous, c'est de la pédagogie? Déjà, je pense, oui, que de façon générale, plus on connaît quelque chose, plus on peut l'aimer, et donc le respecter et avoir envie de le protéger. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire... pour le grand public, pour tout le monde. Si tout le monde est sensibilisé à ça, ne serait-ce que dans nos jardins, on ne va pas systématiquement tondre, on ne va pas utiliser du pesticide, de l'herbicide systématiquement. Et rien que ça, il y a tellement de jardins en France, j'ai oublié le chiffre, mais il y a énormément de jardins privatifs. Donc si les gens tondaient moins et si les gens laissaient des espaces un peu sauvages dans certains endroits, rien que ça, la biodiversité serait très contente.
Ensuite, après, c'est plus technique. C'est plus technique, c'est le remembrement. Ça a été une très mauvaise idée pour la biodiversité, par exemple. C'est-à-dire toutes ces haies bocagères qui ont été coupées. Et la solution, c'est d'en replanter au maximum. C'est de laisser des espaces dans les forêts où on ne touche pas. C'est-à-dire qu'on laisse les arbres qui tombent, on laisse tout ça parce que c'est ça qui favorise la biodiversité. Un arbre tombé, il va y avoir des champignons qui vont le décomposer, il va y avoir des insectes qui vont se nourrir de tout ça. Et c'est plein de petites choses comme ça, plein de petites actions qui demandent une connaissance finalement assez scientifique du problème pour pouvoir mettre en place. Moi, vous êtes souvent vous l'avez dit, dans les parcs parisiens. J'imagine qu'il y a aussi parfois des activités un peu plus loin. Mais quand on se promène dans les parcs parisiens, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de politique, notamment sur le fait de laisser un peu plus justement la nature, les herbes, les mauvaises herbes, évidemment, je mets tous les guillemets possibles autour de ça, finalement grandir. C'est une réalité, ça? Ouais, c'est vrai, là je parlais des jardins particuliers, mais finalement c'est valable partout. Et beaucoup de villes, si ce n'est toutes, je crois, de plus en plus en tout cas, ont déjà arrêté d'utiliser les herbicides, etc. Ouais. Et tondent un peu moins régulièrement. C'est ça, aussi. et on parle de gestion différenciée, donc il y a de différencier dans le sens où il y a des endroits où on va tondre et d'autres où on va laisser. On va quand même faire une fauche ou une tonte par an minimum, parce que si on ne tondait pas du tout, pourquoi pas, ça peut être un choix, mais au bout d'un moment, il y a des arbres, des arbustes qui vont arriver, puis des arbres, et ça va devenir un bosquet, quoi. Ouais. Donc si on veut que cet endroit reste, on va dire, une sorte de prairie, on est obligé de faucher. Ou alors, il faut mettre des animaux. Et ça fait partie des solutions. Ça fait partie des solutions. Ouais. De plus en plus, on utilise les moutons, etc., les herbivores, qui vont remplacer la tondeuse. On parle évidemment avec vous de biodiversité. Ça fait partie des engagements, je disais, plutôt nouveaux des entreprises et parfois aussi de ce qu'on appelle l'extra-financier, avec une difficulté à mesurer la biodiversité et l'impact d'un produit sur la biodiversité. Autant c'est facile de mesurer le carbone, autant c'est plus compliqué pour la biodiversité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vrai qu'il y a des contraintes qui s'imposent aux entreprises, c'est très bien, cet aiguillon réglementaire, ça les oblige à progresser dans la transformation environnementale, sauf que la biodiversité, comment je fais? Je suis chef d'entreprise, comment je fais pour savoir l'impact de mon produit? C'est vrai, et puis ça va dépendre, il faut des labels, je pense, il faut vraiment des spécialistes qui traitent la question et qui ne traitent pas la question sur un petit aspect de la biodiversité. Enfin, comme vous l'avez bien dit, c'est complexe et ça demande donc qu'il y ait des experts qui prennent en compte cette complexité, c'est-à-dire du début de la création d'un produit, d'un service, jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe tout le long et quels sont les impacts tout le long de cette chaîne, cette longue chaîne. Et d'ailleurs, ça va venir, et il y a déjà des gens qui réfléchissent à ça. C'est qu'en prenant en compte tout ça, qu'on va pouvoir être sûr que ce qu'on fait a un impact le moins négatif possible ou positif si c'est possible. Alors après, il y a d'autres entreprises qui, elles, sont des entreprises de construction du bâtiment, par exemple, où là, c'est un peu plus direct. C'est-à-dire que là, elles vont demander à des écologues qui vont faire des relevés de terrain, qui vont faire des relevés de plantes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, sur ce terrain où vous voulez construire ça et ça, il y a telle et telle plante menacée, par exemple, donc il va falloir faire attention et les préserver. Préserver ou replanter aussi, ou profiter d'un projet pour, je sais pas, végétaliser les toits, etc. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Vous avez publié il y a... Oui, allez-y. Oui, j'allais dire, ce qu'il faut éviter, c'est de penser qu'on peut, par exemple, couper une forêt, et puis, disons, il y a 1000 arbres, on va couper la forêt de 1000 arbres, et on va planter 1000 arbres, et ça compense. Non. Ça, c'est une erreur qui peut être faite parfois. Parce qu'ils vont prendre du temps à pousser les c'est pas les mêmes bénéfices entre une vieille forêt et des jeunes arbres plantés. Évidemment. Vous avez publié il y a quelques années un livre Cueilleur urbain aux éditions Artaud. Et ce que je comprends, c'est ce que vous proposez. On peut cueillir en ville, quoi. C'est pas interdit. Quand j'ai préparé, je me dis, mais attendez, c'est interdit. Je suis dans un parc. Est-ce que je peux cueillir? C'est vrai que ce livre, le titre, c'est Cueilleur urbain. Après, c'est des plantes. Je parle de plantes dans ce livre qui se trouvent un peu partout. Oui. Et cueillir en ville, est-ce qu'on peut cueillir en ville? C'est un peu l'histoire des potagers aussi en ville, etc. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que ça dépend où en ville. Par exemple, là, on est à Paris, le bois de Vincennes, personnellement, me convient mieux que les buts de Chaumont. D'ailleurs, c'est aussi plus toléré de cueillir dans des espaces un peu plus sauvages que dans des endroits plus entretenus, paysagers, on va dire. Parce qu'il ne faut pas aller enlever les belles fleurs qui ont été plantées par les jardiniers. Ça se fait pas, c'est interdit. Évidemment. Par contre, au bois de Vincennes, faisant attention à ce qu'on cueille.
C'est ça. Ça, c'est la règle numéro 1 du cueilleur, hein, c'est qu'il faut savoir ce qu'on cueille, parce que sinon on peut se tromper et on peut s'intoxiquer. Mais je disais, le bois de Vincennes, en s'éloignant des routes, il y a beaucoup d'endroits qui, moi, me paraissent relativement sains et en tout cas, moi, je suis à l'aise. Bon, merci beaucoup Christophe Dehaudi à découvrir grâce à votre entreprise le chemin de la nature. On passe à notre débat. Je vous présente un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète.